Alors la première diapositive tombe un peu à plat puisqu'une partie de l'aveu est déjà faite, à savoir que je ne suis pas spécialiste du roman, mes études portent plutôt sur le théâtre, et que je ne suis pas non plus vraiment un sociocriticien, en tout cas un spécialiste de sociocritique, mais je voulais simplement faire un lien très rapide avec mes préoccupations doctorales, dans la mesure où la choralité m'amène à réfléchir beaucoup sur la question de la communauté, de la représentation du groupe et de ce qui constitue un nous dans le théâtre contemporain. Et en fait, je me suis rendu compte en retravaillant sur ce qui était au départ un sujet de séminaire avec Pierre Popovic, qu'il y avait des liens entre mon choix d'un roman choral, qui est le roman de Jean-Simon Desrochers, la question de la communauté, du quartier, du groupe, et ce que je cherche à étudier aussi en théâtre. Alors, en introduction, quelques éléments de présentation sur l'année noire, donc qui est en fait constitué de 2 volumes assez massifs, les inquiétudes et les certitudes. Donc presque 600 et presque 500 pages, mais qui s'inscrit, qui plus est, dans une tétralogie composée de La canicule des pauvres, 2009, Le sablier des solitudes, 2011, et puis les 2 tomes qui sont parus coup sur coup en 2017. Alors, pourquoi tétralogie ? Parce qu'en fait, les 4 romans sont composés sur le même principe. On suit un groupe de personnages dans un laps de temps donné, dans un espace donné. Donc il y a une sorte d'écriture à contrainte. Ça, c'est le premier lien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, les personnages reviennent d'un roman à l'autre. Alors, je vais le détailler un peu plus avec La canicule des pauvres, qui est en fait celui des 2 premiers qui est le plus relié à l'année noire. Dans La canicule des pauvres, on a 26 personnages principaux, donc qu'on suit vraiment en détail dans tout le roman, qui habitent tous le même immeuble montréalais dans l'est de Montréal, qui s'appelle Le Galant. Et donc en fait, pendant une semaine de canicule, ces personnages se croisent, leur destin se rencontre plus ou moins, mais on les suit selon ce principe choral. Et puis, dans l'année noire, en fait, on retrouve à peu près une dizaine de ces personnages de La canicule des pauvres dans le même quartier. Mais cette fois-ci, le temps s'étend puisqu'on est en fait dans une année complète, durant laquelle un enfant disparaît et on va suivre une trentaine de personnages du même quartier durant cette année. Alors, au tout début de mon travail sur les 2 romans, j'avais essayé de me retrouver et donc j'avais fait une sorte de schéma pour essayer de voir comment les choses étaient construites. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas détailler tout ce schéma-là, simplement vous montrer que donc au centre, on a l'enfant, Xavier Boutin-Langlois, donc qui disparaît au début du livre. Ses parents, Diane Boutin et Alexandre Langlois, qui le cherchent avec l'aide de l'oncle qui est détective privé, donc il y a une sorte d'intrigue policière. Et puis tous les personnages qui sont autour, en fait, ceux qui sont soulignés sont ceux dont on a le point de vue dans le livre et qu'on suit au moins dans un chapitre. Ces personnages sont identifiables en fait souvent au lieu qu'ils habitent. Donc un restaurant, un immeuble, un restaurant vietnamien, une maison de retraite, d'autres immeubles, avec une sorte de construction un peu fragmentaire de l'espace, c'est-à-dire que un des premiers problèmes qu'on a, c'est qu'il est assez difficile de construire une géographie précise dans le roman, on va y revenir. Bon. En raison de ces caractéristiques narratives, on pourrait penser que Jean-Simon Desrochers poursuit une ambition totalisante qui le situe dans la lignée du roman balzacien, notamment avec ce principe du retour des personnages, et puis également l'idée qu'on va avoir un microcosme social représentatif plus largement de la société québécoise contemporaine. En réalité, c'est pas la piste que j'ai choisi de suivre. Ce qui m'a frappé à la lecture, c'est plutôt le fait que le roman est marqué par une esthétique contemporaine qu'on peut rattacher à 2 caractéristiques. D'abord, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le roman paraît construit comme une série télévisée. Alors, bien sûr, on sait que la série télévisée a des origines dans le roman feuilletonesque, mais il y a vraiment ce principe d'un suspense entretenu par une disparition et par une intrigue policière, et puis de rebondissements qui sont également parfois à la limite du stéréotype du soap, en fait, opéra. Par exemple, dans le roman, on a un couple qui est constitué par un avocat et une jeune femme, et on découvre qu'en fait, ils sont père et fille. Vous voyez l'idée, tu es mon frère, je suis ta mère. Bon, bref, voilà, ces choses-là. Et puis alors, ça je ne vais pas le détailler, ça serait une piste, mais ça serait, je pense, le sujet d'une autre conférence. Ce qui est également frappant, c'est le caractère hyper réaliste du texte. Alors là, je dois cette référence à Pierre Popovic, qui m'a incité à chercher de ce côté-là et du côté pictural, donc avec l'article de Pierre Hippolyte, donc qui indique que le courant hyperréaliste a réuni quelques dizaines de peintres dont la diversité des pratiques repose sur l'utilisation commune de procédés mimétiques mis en œuvre à partir d'une photographie.
Et effectivement, ce courant de peinture, alors qui est très américain au départ, mais qui s'étend dans le monde entier, commence au début des années 70 et s'étend jusqu'à aujourd'hui. Et les peintres, alors, soit imitent vraiment une photographie de façon très précise, soit parfois peignent directement sur photographie. Alors, j'ai prélevé quelques exemples qui me paraissent en lien avec l'écriture de Desrochers. Le premier, c'est Ralph Goings, qui compose beaucoup de nature morte avec des objets qu'on pourrait trouver dans n'importe quel diner un peu cheap en Amérique du Nord, en fait. Et donc, ce qui est vraiment lié à Desrochers, là, c'est la dimension très détaillée, le focus sur un détail très précis qu'on va retrouver dans le texte. Et en même temps, bien sûr, une référence quand même assez nette au pop art, avec la bouteille de ketchup qui pourrait être une icône traitée par Andy Warhol. Et puis, caractère presque excessif des reflets qui fait que l'image est presque trop réaliste pour être crédible. On va y revenir également. Autre exemple, alors, encore plus lié à mon sujet du jour, Richard, alors, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est Richard Estes ou quelque chose comme ça, donc qui lui est spécialisé dans les vues urbaines. Avec deux éléments qui me paraissent récurrents. D'abord, le fait que très souvent, on a un objet qui encombre l'image et qui fait que le regard est immédiatement arrêté. Donc c'est le cas dans Tourbus ici en 2012. C'est le cas également à droite dans Roman Street Scene, où le pittoresque romain est totalement effacé par ces deux voitures au premier plan. Et puis à gauche, on a un autre élément qui revient souvent chez lui, c'est qu'en fait, il aime bien les surfaces transparentes, les reflets, les vitres ou les miroirs qui font qu'on ne sait plus où on est. Donc là, on a une scène new-yorkaise où on a à la fois une sorte de tramway ou de bus et puis un extérieur, mais on ne sait pas très bien comment on passe de l'intérieur à l'extérieur. Et donc, l'hyperréalisme serait à la fois hyper mimétique et en même temps mettrait en œuvre des procédés qui dénoncent en quelque sorte la représentation. Ça serait ça la piste à suivre. Et du point de vue de l'espace urbain qui va nous intéresser aujourd'hui, il aurait tendance en fait à empêcher ce qu'on trouvait dans le roman réaliste au XIXe siècle, qui est le panorama. C'est-à-dire voilà, un point de vue sur la ville qui est rendu lisible par le narrateur, qui permet un déchiffrement du côté du lecteur. Voici ce que dit Pierre Hippolyte, qui me paraît à la fois juste par rapport aux peintures qu'on vient de voir et par rapport au roman de Desrochers. Le tableau hyperréaliste offre une reproduction de paysages en cadrage frontal, annulant toute vision et perception subjective de la réalité. Il favorise la dissolution du sujet dans l'espace représenté. Celui-ci doit pivoter sur lui-même pour embrasser la totalité du panorama. L'hyperréalisme substitue au dispositif architectural du panorama un dispositif pictural récusant tout cadre afin de ne pas limiter l'étendue de la représentation. Alors, on pourrait discuter l'expression récusant tout cadre, parce qu'au fond, il y a peut-être plus une multiplication des cadres et des angles de vue à la fois chez les peintres et chez Desrochers, mais en tout cas, l'idée d'un refus du panorama me paraît assez féconde et on va pouvoir la suivre dans le livre en s'intéressant au personnage de l'itinérant et à son regard sur la ville. Alors, ce choix est d'abord un choix stratégique, c'est-à-dire que face aux 30 personnages de l'œuvre, je me suis dit assez rapidement qu'il fallait que je trouve un fil conducteur et que peut-être en suivre un serait une bonne idée, en tout cas me permettrait de tenir en 45 minutes. Et la deuxième chose quand même, c'est que l'itinérant n'est pas n'importe lequel des personnages de l'année noire. À première vue, on pourrait se dire que j'ai choisi le personnage peut-être le plus anecdotique parce qu'il a une part dans la quête de l'enfant qui est très limitée. Enfin, il a un rôle essentiel au début, on le verra, mais très rapidement, ce rôle s'efface. Et c'est pas le personnage qui est le plus développé par Desrochers. Mais pour ce qui est de l'espace urbain, ce personnage est fondamental. C'est un de ceux qui porte le plus de regard sur la ville, de description fragmentaire de l'espace urbain, et également du point de vue social et du point de vue sociocritique, c'est peut-être une des figures les plus fécondes. Pourquoi ? Parce que l'itinérant est de façon évidente lié à l'espace urbain. Alors, pour le préciser, je vais m'appuyer sur un ouvrage plutôt sociologique de Pascal Pichon, dirigé par Pascal Pichon, qui s'appelle SDF sans-abri itinérant, oser la comparaison, qui regroupe des articles en fait sur des itinérants en France, en Belgique et au Québec. Et dans l'introduction, Pascal Pichon pointe deux choses qui me paraissent importantes pour le livre. La première, c'est que l'itinérant, le sans-abri ou le SDF sont des phénomènes typiquement contemporains.
à savoir que ils ne sont pas assimilables aux pauvres du Moyen-Âge ou même aux mendiants du XIXe siècle totalement. Ils apparaissent dans la ville des années 70-80 en lien avec les crises économiques successives. Et ce sont en fait des chômeurs, donc des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de ces crises économiques et qui n'ont pas de réseau familial qui leur permet de retourner à la campagne ou de trouver un autre abri en ville. Donc, phénomène typiquement contemporain et typiquement urbain. Et deuxième chose que souligne Pascal Pichon, il y a des années 70 jusqu'à aujourd'hui un phénomène de fond dans les sociétés occidentales qui consiste à invisibiliser ces itinérants, à savoir à ce que il y a un discours social récurrent qui montre que leur présence dans l'espace urbain central devient une gêne. Et d'ailleurs, ça se manifeste par des politiques publiques parfois assez cruelles. Alors, je ne sais pas si on a l'équivalent à Montréal, mais à Paris, ça a été très très net, avec donc l'installation de petites pics sur les bords des fenêtres ou sur les espaces devant les immeubles, ou encore, alors l'autre exemple est encore plus net. Donc là, on a des bouches d'aération de métro en fait, qui envoient de la chaleur, où les sans-abri s'installent de façon fréquente pour se réchauffer, et la ville avait installé des barrières pour les empêcher de s'installer. Et donc voilà, on a des phénomènes même de mobilier urbain qui correspondent en fait à cette tendance sociale forte, selon Pascal Pichon. Alors, pour aborder ce personnage de l'itinérant, j'en suis arrivé à l'idée que la notion de chronotype pouvait être féconde. Alors, notion de chronotype qui a été mise au point par Pierre Popovic et qui a été également traitée par Claudia Boulian dans sa thèse, et qui procède de deux relectures. La première, c'est la relecture de Walter Benjamin, et donc de ces figures de Paris, capitale du XIXe siècle, qui sont présentées par Benjamin comme incarnation d'un devenir historique et d'un devenir du capitalisme, comme le flâneur, par exemple. Et la deuxième chose qui explique le nom de chronotype forgé par Pierre Popovic, c'est évidemment la notion bakhtinienne de chronotope. Alors, dans l'article du chronotope et du chronotype, Pierre Popovic développe plusieurs idées qui me paraissent fondamentales. La première, c'est qu'il faut relire le chronotope de manière dynamique, c'est-à-dire comme un espace, certes, qui est symptomatique à la fois du point de vue social et du point de vue du roman, et en même temps comme un espace inscrit dans une temporalité, dans un devenir historique. Donc, appréhender le chronotype bakhtinien, mais peut-être avec une historicité plus grande que Bakhtin ne l'a fait. Et pour cela, se fonder sur les personnages qui traversent ce chronotope, et donc voir comment certains personnages de romans sont chargés d'un devenir historique et social, et donc interagissent avec le chronotope. Simplement, le chronotype, ce n'est pas seulement un avatar personnage du chronotope, c'est aussi l'idée que certains personnages sont particulièrement porteurs d'une poétique romanesque, c'est-à-dire qu'ils sont chargés à la fois d'enjeux sociaux, ils incarnent les ruptures d'une époque, et en même temps, ils sont chargés d'enjeux littéraires, c'est-à-dire qu'ils incarnent la poétique d'un romancier. Donc, voilà, c'est parfaitement résumé ici dans cet extrait de Pierre Popovic. Le chronotype figure une tension du devenir historique qui peut relever de l'économie, des pratiques sociales, du jeu politique, des débats idéologiques et, par son action en texte, signale et rend sensible les traits de la poétique du texte. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, ce double aspect avec le personnage de Bruno. Alors, pour des raisons de clarté, j'ai un peu dissocié les deux aspects, mais en fait, on va voir qu'ils se rejoignent en réalité. Donc, la première partie porte sur la façon dont le personnage de l'itinérant dans l'année noire est révélateur d'un délitement des solidarités, donc renvoie à la condition plus globale des itinérants, mais peut-être aussi à la situation sociale plus globale de notre époque. Alors, la première caractéristique révélatrice de l'itinérant, c'est qu'il est anonyme et invisible. En tout cas, il reste longtemps anonyme et il tend vers l'invisibilité. Bruno, en effet, donc apparaît au tout début du roman. Il fait partie du groupe de personnages qui organise une battue pour chercher l'enfant. Le groupe rassemble peu de gens, une femme proche de la soixantaine avec un berger des Shetland tenu en laisse, un couple affichant une différence d'âge marquée, l'itinérant qui traîne souvent dans le parc, une jolie jeune femme asiatique, le père de Xavier, 7 policiers.
Alors, outre le fait que le personnage n'a pas de nom ici, mais c'est le cas également des autres, c'est le seul qui est vraiment réduit uniquement à sa fonction sociale. Et en réalité, il faut attendre plusieurs passages dans le livre pour que le prénom, Bruno, de ce personnage soit donné. Donc, deuxième chose, le personnage est invisible à la fois parce qu'il s'exclut lui-même du groupe et parce qu'il en est exclu. Très vite, Bruno décide de quitter la battue parce qu'en fait, il attendait un salaire qui ne vient pas. Alors, je suis désolé, je ne suis toujours pas meilleur en joual, Pierre, je ne l'interprétais pas mieux que je l'avais fait en séminaire. Donc voilà ce qu'il répond au policier. Ça paye même pas. Moi, si je travaille, je veux qu'on me paye, that's it. Puis qu'ils viennent pas me dire que j'ai pas de cœur. Les bœufs, eux autres, ils sont payés pour le chercher, le ticu, gagnent des styles de crosseur. On reviendra sur cette réaction un peu étrange de la part de quelqu'un qui devrait être en dehors même des préoccupations économiques. Et on comprend assez rapidement que cette réaction de rejet est le fruit d'un rejet que Bruno lui-même a subi. C'est explicite dans le passage suivant. Bruno évite les artères principales comme René Lévesque et sa faune de professionnels aux vêtements trop propres. Ces gens font partie d'un univers qu'il préfère ignorer puisqu'ils ne donnent généralement rien aux mains tendues. Donc, voilà, il rejette parce qu'il est rejeté, ce qui fait qu'il vit dans une sorte d'invisibilité. Son cabanon est en fait en plein cœur du quartier où se déroule le roman, dans l'arrière-cour d'une maison, mais très peu d'habitants du quartier savent où il habite. En réalité, seuls 2 personnages peuvent le trouver. Donc c'est intéressant, ces personnages sont un poète, Patrick Winter, sur lequel on va revenir, et un chargé de cours qui s'appelle Vassili, qui travaille en histoire des arts, et qui le trouve au début du roman. Mais pour tous les autres, sa cabane est invisible. Bon, ce qui pose évidemment la question des solidarités urbaines dans le roman. On ne voit pas, par exemple, d'habitants du quartier apporter un repas à Bruno ou tenter de l'aider par de l'argent ou des vêtements. Les seuls actes de solidarité qui viennent à lui sont en réalité le fait d'exclus. Alors, bon, je vais nuancer pour Vassili et Patrick Winter tout de suite. Ils ne sont pas marginaux au sens plein du terme. Patrick Winter est un rentier et Vassili est chargé de cours, mais en même temps, chargé de cours signifie qu'il est un peu précaire dans le monde universitaire. Fin de la parenthèse. En revanche, on a 2 autres rencontres qui sont intéressantes, avec une jeune fille dans un bus et avec un chauffeur qui laisse Bruno monter dans son véhicule alors qu'il y a une tempête de neige qui se déchaîne. Et l'idée, c'est vraiment que là, on a un dialogue qui se développe parce que tous ces personnages sont exclus. Voyez ce que retranscrit le point de vue de Bruno ici, qui regarde à ce moment-là le chauffeur de bus. Cet homme a déjà connu la rue, ses yeux, sa boucle au nez, son visage jeune mais déjà usé. Sous-entendu, le chauffeur protège Bruno parce que lui-même a connu la rue. Pour autant, on n'a pas la vision un peu chrétienne d'une solidarité des pauvres qui serait animée par la charité du Christ, en fait. Et on n'a pas cette idée qu'on pourrait trouver dans d'autres romans que l'itinérant serait une image du Christ sur la terre et qu'il réactiverait cela. Pas du tout. En fait, la ville est montrée par des rochers comme un espace extrêmement violent et je dirais même darwinien. C'est le terme qui me paraissait le plus juste parce qu'en réalité, on voit que tous, ils sont en lutte contre tous. Il y a un épisode qui le montre très nettement. Dans la deuxième partie du roman, dans le deuxième tome, un deuxième itinérant vient s'installer dans le même quartier que Bruno. Et là, on comprend que c'est une menace pour Bruno parce qu'il va lui ôter sa source de subsistance en allant prendre les déchets dans les poubelles du supermarché. Donc, à ce moment-là, il n'a qu'une envie, c'est de chasser ce deuxième itinérant de l'espace. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment, également dans le deuxième tome, Bruno devient célèbre à cause d'un documentaire sociologique qui est réalisé par des étudiants de l'UQAM. Alors, il traîne souvent à Berry-UQAM et donc des étudiants viennent l'interviewer dans le cadre d'un projet sur l'itinérance. Et comme le web documentaire a un succès énorme, Bruno devient célèbre dans son quartier. Et donc les gens viennent le voir. Et à ce moment-là, il ressent cette célébrité très rapidement, non pas comme un gain, mais comme une menace. Pourquoi ? Parce que étant reconnu par les autres itinérants, il risque d'être agressé, attaqué, voilà. Donc, on verra même qu'il quitte la ville. Pour toutes ces raisons, Bruno apparaît comme un chronotype, alors exemplaire dans un premier temps, et puis on verra qu'il y a quand même des écarts par rapport à ce qui serait un portrait social type de l'itinérant.
Alors, exemplarité, on peut aller si vite. Effectivement, Bruno est quelqu'un qui a connu le chômage et qui progressivement en est arrivé à la rue. Quelqu'un qui a toujours vécu en ville, enfin du moins sa vie adulte, on va y revenir. Première chose. Et deuxième chose, alors là qui est très symptomatique peut-être du roman québécois contemporain, Bruno, on le comprend au cours du premier tome, a des origines amérindiennes, autochtones. Et donc l'idée que, étant autochtone, il est d'autant plus menacé, enfin, il fait partie d'une population menacée par l'exclusion sociale, c'est une chose qu'on retrouve dans d'autres romans, par exemple dans Où j'ai laissé mon âme de Monique Roux, on a aussi un personnage itinérant comme cela. Et enfin, troisième élément typique, l'alcoolisme, qui effectivement touche particulièrement la population itinérante. Mais il me semble que Jean-Simon Desrochers a cherché à éviter ce qui serait de l'ordre du type social, du portrait type, et il le fait d'ailleurs pour les autres personnages du livre, en faisant en sorte que Bruno, par exemple, n'est pas un ancien col bleu, un ouvrier, par exemple, qui aurait perdu son travail à la suite de la désindustrialisation, mais un col blanc. C'est quelqu'un qui, visiblement, était analyste financier. Alors, voyez ce qui est dit de son passé professionnel. Il accumulait des chiffres, parlait de ces chiffres, présentait des graphiques, justifiait des chiffres. Si ces derniers augmentaient, tout allait bien. S'ils décroissaient, c'était parfois mal, parfois compréhensible. S'ils demeuraient les mêmes, c'était le drame. Bon, on sent déjà dans l'écriture de ce passage que la répétition un peu litanique du terme chiffre indique un point de vue critique sur ce métier qui apparaît un peu absurde et totalement mécanique. En réalité, ce point de vue critique est celui de Bruno lui-même. C'est-à-dire qu'il développe, à partir de ce passé et de cette expérience, un discours très incisif sur la société néolibérale et sur la raison même pour laquelle les gens peuvent même lui donner de l'argent. Alors, là encore, passage de Bruno au discours direct. Des fois, je pense qu'ils me prennent comme un genre de mascotte. Eux autres, ils sont pognés à payer des bills, puis à faire des jobs qui les font chier. Moi, j'ai du temps, j'ai plein de temps. Peut-être qu'ils se disent que ma liberté n'est pas si pire. Peut-être qu'en m'aidant, ils se sentent un peu moins pognés dans leur marde. On a donc quelque chose qui émerge ici, qui est la revendication, en fait, de l'itinérance comme mode de vie assumé et même comme philosophie. Et cela est renforcé par le duo que forme Bruno avec un personnage qui s'appelle Lemieux. Alors, Lemieux est mort lorsque le roman commence, mais on a plusieurs évocations dans le livre du passé de Bruno et donc de l'amitié qu'il a liée à cet itinérant, cet autre itinérant. Et là, élément intéressant, Lemieux est encore plus atypique que Bruno puisque lui serait donc titulaire d'un doctorat en philosophie et aurait choisi la rue de façon délibérée, par provocation et pour ramener justement ses contemporains à l'absurdité de leurs conditions. On a une réécriture évidente de la figure de Diogène, à la fois dans la dimension provocatrice et dans la dimension philosophique assumée. Voilà. Lemieux disait vivre dans la rue par choix et par désir de liberté. Et donc, par son discours critique, Bruno se situerait dans la lignée de ce Lemieux. Au-delà même d'un portrait social complexe et nuancé de l'itinérant, et même des exceptions que cette condition sociale intègre, il me semble que Bruno est porteur de l'image d'une société atomisée qui est vraie pour tout le roman. On a donc là l'idée que, en fait, le chronotype, au-delà de l'aspect sociologique de départ, est en fait révélateur d'une structure romanesque qui a des conséquences sociales. Bon. Dans tout le roman, on a vraiment une atomisation qui se marque par l'écriture elle-même, puisqu'on passe d'un court chapitre à l'autre, et chaque chapitre est consacré à un personnage avec un point de vue dominant. Donc il y a vraiment une construction kaléidoscopique. Et qui plus est, dans la façon dont l'intrigue se développe, bon, ce qui est assez net, c'est que le moteur narratif que devrait être la disparition de l'enfant devient assez rapidement un prétexte, et devient même secondaire pour la plupart des personnages. Les personnages qui étaient au départ réunis dans la battue pour chercher Xavier, en fait, se séparent assez vite et très rares sont ceux qui continuent à aider les parents dans leur quête. Et donc, on n'a pas du tout l'idée, comme on peut la trouver dans certains faits divers tragiques ou dans d'autres romans, que la disparition de l'enfant pourrait rassembler
les membres d'une société et pourrait fédérer un quartier. Pas du tout, et au contraire, on constate même que la disparition de Xavier fait éclater le noyau le plus petit, qui est sa famille. En effet, donc le père et la mère, j'ai essayé de pas livrer trop de punch quand même dans la présentation, donc le père et la mère se déchirent, on va dire ça comme ça, pendant tout le premier tome du livre, à tel point que dans le second tome, pour des raisons que vous verrez, ou que vous avez vues, ils sont incapables l'un comme l'autre de chercher l'enfant. Donc pendant tout le deuxième tome, en fait, le seul personnage qui continue activement à chercher l'enfant, c'est Achille Boutin, le détective, et un peu aussi une présentatrice télé qui croit l'avoir aperçu dans un voyage et qui fait quelques tentatives de recherche, mais c'est vraiment très limité. Et donc, on a une société atomisée où en fait chacun continue à poursuivre ses intérêts individuels, dans laquelle l'enfant est sacrifié. Et là, on rejoint un autre grand motif du roman québécois et même de la culture québécoise contemporaine, qui est voilà, l'idée que on a affaire à une société qui sacrifie ses enfants et qui, par là, hypothèque son avenir. Je vous ai mis un petit rappel du visage d'Aurore, qui, à mon avis, est à mettre en lien avec le visage de Xavier, qui apparaît sur les affiches dans le quartier et qui est une sorte de leitmotiv du roman et qui d'ailleurs s'efface peu à peu. Cela dit, il faut nuancer quand même si l'on examine le parcours de Bruno, puisqu'il finit par former dans le roman une sorte de communauté miniature avec le poète Patrick Winter. Alors, que se passe-t-il? Bon, en réalité, donc, dès le début du roman, Patrick Winter protège Bruno en l'hébergeant dans le cabanon de son jardin. Patrick Winter, en fait, a une famille, en tout cas un père très riche, qui par ailleurs est malade et à l'hôpital, et qui le laisse totalement libre de disposer de l'appartement qu'il possède, et donc il y héberge Bruno. Donc, première forme de protection, et puis Patrick a une vie assez aventureuse, en tout cas il aime bien les bagarres et la provocation, et donc à plusieurs reprises il se fait attaquer dans les bars où il attaque lui-même, et à un moment même il va à l'hôpital et là Bruno le ramène dans son appartement, à tel point que Patrick, pour remercier l'itinérant, finit par l'héberger. Donc ça se passe à Noël, hein, c'est assez symbolique, et les deux personnages partagent même un repas festif, un repas de Noël, comme s'ils formaient une sorte de famille provisoire à ce moment-là. Donc l'itinérant et le poète forment un duo, et alors on revient encore à la dimension chronotypique, si je puis dire, c'est le cas de beaucoup d'autres personnages du livre. C'est-à-dire que la structure la plus fréquente, c'est pas forcément l'isolement radical, sont des personnages qui vivent à deux, donc mère et fille, un pompier qui s'éprend d'une serveuse vietnamienne et qui emménage avec elle, une vieille dame en maison de retraite qui tombe amoureuse d'un autre pensionnaire. Voilà, donc il y a vraiment une multiplication des duos, comme si c'était la seule forme en fait de lien possible avec l'autre dans cette société atomisée. On peut même se demander, à travers l'exemple de Bruno, si ça n'est pas un mode de subsistance, un modèle économique. En effet, Jean-Simon Desrochers insiste beaucoup dans la représentation qu'il donne du couple formé par Bruno et par Patrick, davantage que sur les liens affectifs, sur l'amitié par exemple qu'ils se porteraient, sur l'apport économique qu'ils représentent l'un pour l'autre. Alors, je vais vous montrer un passage, mais qui n'est pas le seul en fait, où cela est mis en valeur. Plus Bruno s'installe, plus il apprécie la chaleur, l'accès à une salle de bain, la possibilité de nettoyer les moindres replis de son corps, même les plus intimes. Depuis le commencement de leur cohabitation, Patrick affirme n'avoir jamais aussi bien mangé, félicitant Bruno pour son ingéniosité dans la récupération des aliments. Donc l'un apporte à l'autre chaleur, protection et hygiène, mais en même temps, Bruno apporte à Patrick des économies sur ses repas, qui lui permettent, je continue la citation, « C'est malade, avec tout ce qu'on sauve en cache de bouffe, je vais m'acheter encore plus de stock à boire et à fumer, débile man. » Bon. Alors, là apparaît évidemment, et ça c'est très typique de l'écriture de Desrochers, une forme d'ironie et de sarcasme implicite, à savoir que, certes, on a un duo qui fonctionne, mais qui fonctionne pourquoi ? Pour boire plus et fumer plus, est-ce que c'est vraiment un idéal ? Et donc on peut se poser la question, savoir si ce couple, ce duo, représente une sorte d'utopie plus large, ou un renoncement à d'autres idéaux. Alors,
si on revient à Bruno, il a quand même érigé la liberté et l'itinérance, à un moment donné du roman, en modèle de vie, et en modèle presque cynique, hein, au sens de Diogène, d'existence. Or, on pourrait penser que le fait de s'installer avec Patrick représente un renoncement à ce modèle, un peu comme si le loup de la fable finissait par revenir à la niche du chien et par accepter le collier. Bon, c'est traité dans le roman, c'est-à-dire que Bruno lui-même se pose la question de savoir si ce mode de vie est acceptable et si ça n'est pas un renoncement. Bruno, il réfléchit chaque matin qu'il se lève avec le même plafond au-dessus de la tête. Il voit la moue désapprobatrice de Lemieux quand il se douche, un matin sur deux, quand il regarde briller les tranches d'un pain acheté, non pas retrouvé dans la benne à ordures. Et on a même des confrontations un peu fantasmatiques de Bruno à Lemieux, à plusieurs reprises. Bon, exemple ici, Bruno s'assoit au parc Lafayette sur l'un des bancs qu'il a occupé si souvent, pense à Lemieux qui lui crierait des insultes en le voyant agir de la sorte. T'es mort Lemieux, fa que ta gueule. Bon. Ici, la question est évacuée, mais il me semble que par cette confrontation imaginaire, Jean-Simon Desrochers introduit la question dans l'esprit du lecteur, à savoir qu'il nous conduit à nous demander si, dans le contexte d'une société atomisée, le couple, le duo, le regroupement en miniature est une solution à la fois économique et philosophique possible. Dans un deuxième temps, on va voir que Bruno n'est pas seulement porteur d'une représentation sociale directe, ou indirecte d'ailleurs, mais aussi d'une esthétique et d'une poétique de la voyance. Alors, le couple formé par Patrick et Bruno va bien au-delà de la simple alliance économique. Il a une forte dimension symbolique qui va nous ramener à Benjamin. En effet, donc Patrick Winter est présenté comme un poète en fait, qui convoque plusieurs intertextes dans le roman. Premier intertexte, alors qui est même plus qu'un intertexte, qui pourrait être d'ordre plus discursif, la figure du poète montréalais underground. En relisant le roman, j'ai pensé beaucoup à Denis Vanier, qui pourrait être un avatar de Patrick. Patrick qui refuse une poésie facile et qui se montre assez provocateur, plus même dans son attitude que dans ce qu'il écrit. C'est peut-être là que le rapprochement peut être questionné. Un exemple, à un moment, Patrick va à une remise de prix de poésie à Montréal, voilà, dans un bar, je crois, et il pisse littéralement sur les recueils des nominés qui sont exposés parce qu'il juge que c'est pas de la poésie acceptable. Donc, provocation. Mais en fait, les intertextes les plus forts sont ceux qui nous ramènent à la poésie du 19e siècle. Rimbaud, donc un moment dans un bar, il y a quelqu'un l'interpelle en le qualifiant de Rambaud, donc on comprend qu'il s'agit en fait de Rimbaud. Et puis Baudelaire évidemment pour plusieurs raisons. Alors Baudelaire pourquoi? Parce que en fait on voit Patrick travailler sur ses textes et que Desrochers insiste beaucoup sur le travail de la forme, sur l'idée que Patrick est donc dans la vie quelqu'un d'un peu débraillé, d'un peu provocateur, voilà, mais qu'en poésie, il est attentif à la place de chaque virgule, de chaque point, un peu comme Baudelaire était un forçat de la forme. Et la deuxième chose, c'est que Patrick, tout en étant très hostile à la bourgeoisie, manifeste une sorte de compassion assez nette face aux exclus de la ville contemporaine, comme Baudelaire peut le faire dans le Spleen de Paris ou dans Les Fleurs du Mal, raison pour laquelle on pourrait tenter de revenir à Benjamin et à ses réflexions sur Baudelaire. Et même, plus précisément, à la figure du flâneur, que Benjamin décrit ainsi. Pour la première fois chez Baudelaire, Paris devient objet de poésie lyrique. Le regard que le génie allégorique plonge dans la ville trahit bien plutôt le sentiment d'une profonde aliénation. C'est là le regard d'un flâneur dont le genre de vie dissimule derrière un mirage bienfaisant la détresse des habitants futurs de nos métropoles. Le flâneur cherche un refuge dans la foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en fantasmagorie. Simplement, dans le roman de Desrochers, le flâneur, ça n'est pas le poète. On ne voit pas vraiment Patrick se promener en ville, observer l'espace et s'attarder sur telle ou telle figure. Le flâneur, c'est Bruno. Comme s'il y avait un déplacement, en fait, du regard sur la ville et même du regard du flâneur et du refus de la vue à laquelle on va préférer l'allégorie, du côté de Bruno plutôt que du côté de Patrick. Bon. Un élément très frappant chez Bruno, c'est le fait qu'il ne voit pas.
ce qui d'ailleurs est peut-être une explication de son nom, hein, Bruno, donc la couleur brune, l'obscurité. Il est dans une grande partie du roman plongé dans une forme d'aveuglement. Alors, un fait très frappant, Bruno est le seul témoin direct de l'enlèvement de Xavier au début du livre. Il est dans le parc au moment où Xavier se fait enlever, mais étant ivre, il ne s'en rappelle pas. Et il faut que Vasily, hein, qui a l'intuition qu'il sait peut-être quelque chose, et à qui Bruno a laissé entendre qu'il avait des indices, lui fasse une sorte de séance d'hypnose pour qu'il se rappelle par la vision de ce qu'il a vu. Bruno, écoute ma voix, je vais t'aider à t'en souvenir, ferme les yeux, écoute ma voix, je vais t'aider à t'en souvenir, ferme les yeux, écoute ma voix, tu n'écoutes que le son de ma voix, ma voix, ma voix. À 3, tu vas juste penser à Xavier. Itinérant obéit. Garde les paupières closes, demeure assis immobile. 1, tu penses à Xavier. 2, Xavier passe en vélo devant toi. 3, tu le vois. Oui, je le vois. Donc Bruno voit les yeux fermés, voit quand il ne voit plus. Et c'est récurrent dans le roman. C'est qu'à plusieurs moments, on a l'image de Bruno qui est placée non pas face à la réalité, mais face à une réalité médiatisée, soit par une image photographique, soit par ses propres fantasmes. Donc par exemple, dans sa cabane, il a tapissé le plafond de photos de femmes nues. Chaque matin, Bruno ouvre l'œil sur son plafond couvert de photos de famille. Bref. Et à un autre moment, et là ça nous ramène aussi à la question de l'hyperréalisme, Bruno trouve sur un banc, enfin peu après d'ailleurs, un sandwich qui est encore marqué par les traces du rouge à lèvres de celle qu'il a acheté et mangé. Donc là, on est un peu comme dans les natures mortes de Goings, un gros plan très fort. Et à partir de là, Bruno élabore une sorte de fantasmagorie érotique. Bruno songe à ses lèvres, à l'âge de leur propriétaire. C'est comme embrasser quelqu'un avec un peu de retard. Donc on a une érotique de la vision. Et cette érotique et cette vision plus globalement font partie, à mon avis, de la dimension chronotypique de Bruno, parce que je sais plus ce que j'ai dit au début, bref, la vision est une conséquence de l'expérience urbaine. En effet, on a plusieurs mentions du fait qu'en ville, la vue est empêchée. Premièrement, on a de nombreuses scènes nocturnes. La noirceur tombe sur la ville, une lumière grise résistera quelques minutes, imprécise comme un brouillard sec, laissé en suspens après la disparition. Donc brouillard sur la ville dans la nuit, ou dans le crépuscule. Également, l'image des nuages qui pèsent comme un couvercle. Bruno regarde le ciel, aplani par le même nuage depuis des jours. Et l'idée aussi que la ville, alors, selon une esthétique du choc qui rappelle beaucoup Benjamin, offre aux habitants de nombreuses sollicitations visuelles, mais qui sont fragmentaires et omnubilantes. C'est-à-dire que les gens regardent des détails, mais n'ont pas de vision panoramique. Et alors, il y a une scène qui me paraît tout à fait révélatrice de ça. Scène dans laquelle Bruno est arrêté devant un feu rouge avec un groupe de piétons dans ce quartier, la Verbéry-UQAM. Le feu rouge qui le sépare de son point de rencontre monopolise l'attention des piétons qui l'entourent. Bruno compte près de 20 têtes tournées vers ce cercle illuminé et cette main rouge. Il aimerait réaliser un arrêt sur image, utiliser une télécommande pour figer le présent des autres. Un jour de pluie, où il avait réussi à s'introduire en douce dans une vieille salle de cinéma, il avait vu un film qui mettait en scène cette idée. Et donc, dans ce passage, s'accomplit en fait un passage de la vision obnubilée par le détail, qui est celle des citadins, à celle de Bruno, qui lui passe à une vision intérieure, qui est fantasmatique et qui est même liée au cinéma. Comme si l'un entraînait l'autre, comme si le fait de ne pas voir ou de voir des choses obsédantes faisait qu'on basculait dans la fantasmagorie. Alors, dans ce cas-là, la seule issue possible à cet empêchement de la vue serait de quitter la ville. Et c'est effectivement ce qui se passe dans le roman, à travers un épisode dont je vais vous proposer une brève micro-lecture, qui est l'épisode des Perséides. Alors, pour situer ce passage, donc, dans la deuxième partie du roman, Bruno a connu la célébrité grâce au documentaire dont je vous ai parlé, et il décide, effrayé par les conséquences de la chose, de s'en aller de Montréal et d'en profiter pour aller observer les Perséides à la campagne, à Rougemont. Et on comprend d'ailleurs que c'était une coutume qu'il avait dans son enfance avec sa mère. Ça va être important dans l'histoire. Et alors, dans la façon dont le passage est écrit, ce qui est très frappant, c'est que plus Bruno s'éloigne de la ville, plus son regard se libère et plus se construit en fait un panorama.
Première citation, sa dernière excursion hors de la ville remontait à 2 ans. L'été dernier, il faisait trop chaud, le smog s'était installé sur le sud de la province, masquant le ciel d'une purée épaisse jour et nuit. Donc rappel du fait que la ville est obscurcie. L'a été et le sera. Deuxième citation, l'autocar traversait une rivière lisse qui semblait s'interrompre brusquement, comme si l'horizon s'était brisé. Donc là, on a l'amorce d'un paysage qui s'ouvre et qui tout d'un coup s'interrompt. Image qui me semble très rimbaldienne, je vais y revenir. Et troisième élément, là, le vrai panorama qui se construit, même de façon très picturale. Bruno contempla le mont Saint-Hilaire au loin, une double bosse vert forêt marquant le point de fuite d'un tableau composé de champs, de maïs et d'un ciel bleu pâle. Et c'est une mention qui est unique dans le roman. Cette image picturale-là, on ne la retrouve pas ailleurs. Bruno arrive à la campagne, la fermière ne veut pas le laisser rentrer dans la maison, donc il reste exclu, mais le fermier lui donne accès au verger pour qu'il y passe la nuit. Alors là, on peut aller assez vite. Le verger, c'est évidemment un espace chargé de nombreuses connotations symboliques et d'un intertexte biblique évident, qui est en fait un espace hors histoire. C'est-à-dire que à ce moment-là, il me semble que Bruno échappe justement à toutes les déterminations sociales qui le caractérisaient jusqu'alors et qu'il entre dans un contact beaucoup plus direct avec le cosmos. Je passe. Dans ce verger, Bruno contemple les étoiles et c'est la première fois qu'il a accès à une vue du réel qui est une vue non médiatisée, non brouillée par l'alcool, qui est une vue à la fois lucide et qui en même temps l'emmène dans une dimension esthétique qu'on pourrait peut-être qualifier de sublime. Malgré les effets du cidre, Bruno garde les yeux ouverts, il a repéré la Voie lactée. Selon lui, ces nuances de lumière forment les couleurs les plus grandioses que l'œil puisse capter. Il n'a pas compté les étoiles filantes comme autrefois, il contemple, serein, heureux. Bon, en raison du verbe contempler employé de façon intransitive, on est évidemment tenté de faire le lien avec l'intertexte hugolien, d'autant plus que Hugo a su magnifier, dans un poème comme Le Mendiant par exemple, la pauvreté initiale du manteau du mendiant en le transformant en un magnifique ciel étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de misère, et je regardais sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Il y aurait là un lyrisme possible, mais on va y revenir. Cet épisode, au-delà d'un accès au cosmos, est pour Bruno le lieu d'un retour aux origines, dans la mesure où il revient à son enfance, au souvenir de sa mère, et de sa mère en tant qu'autochtone. Et là, on a un détail très intéressant, c'est que donc dans le souvenir de Bruno, pendant ces nuits singulières, sa mère retirait la croix à son cou et déliait sa longue chevelure noire. Donc les Perséides lui permettaient de revenir à un passé d'avant la colonisation et d'avant le christianisme. Et d'ailleurs, le passage s'achève sur le mot Abénaki, Wezogenaïd, qui veut dire étoile filante, comme si voilà, on avait en fait une double idylle, une idylle avec le cosmos et une idylle aussi d'ordre identitaire, qui permet à Bruno de vivre de façon heureuse ses propres origines pour la première fois dans le roman. Mais, et donc là encore, il me semble que c'est un mouvement qui est récurrent chez Desrochers, cette expansion lyrique est limitée et nuancée dans le livre. D'abord par l'idée que Bruno ne sait pas forcément ce que veut dire le mot Wezogenaïd, donc pour lui c'est une sorte de signifiant opaque. Et la deuxième chose, c'est l'idée que les étoiles filantes sont décrites non pas comme une expansion vers le haut, selon un mode hugolien, comme un envol, ou baudelairien d'ailleurs, mais comme une chute des étoiles sur Terre. Et la leçon de la mère de Bruno face à cela, c'était de dire qu'elle y voyait les traces d'un retour à la terre-mère, d'un retour au sol, et pas une élévation vers le ciel. Alors, bien sûr, on pourrait y voir là l'expression d'une philosophie proprement autochtone, justement, quelque chose de positif, mais il y a aussi l'idée d'une chute. Et chute d'autant plus forte qu'à la suite de cela, Bruno revient en ville. Il ne noue pas une relation durable avec la nature, avec le cosmos, il revient à cet épisode de l'appartement que je vous ai exposé tout à l'heure. La première fois que j'avais étudié ces passages-là, j'avais beaucoup pensé à Hugo, j'avais beaucoup pensé à Baudelaire, et en réalité, en relisant les textes, je me suis rendu compte que peut-être l'intertexte le plus juste était le plus caché, ce serait Rimbaud. Pourquoi ? Parce qu'on a chez Rimbaud, alors tout d'abord, ce mouvement de passage
enfin, je parle devant des spécialistes, donc voilà, on pourra sans doute discuter cela, mais bon, essayons. Donc, on a la vue de quelque chose qui est transformée en vision, voire en voyance, mais l'idée que cette voyance est une expérience qui ne peut pas durer et qu'elle est remise en cause, et même qu'elle est brutalement rejetée par Rimbaud dans plusieurs textes, notamment dans Une saison en enfer, dans Alchimie du verbe, ou encore... Non, je veux pas, voilà. Ou encore dans le passage d'adieu que j'ai extrait ici, donc je vais simplement lire la fin. Moi, qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre, paysan. Et dans le paragraphe précédent, Rimbaud revenait tout de même sur toute la poétique de la voyance. Donc, là où je ferai le lien entre Desrochers et Rimbaud, c'est dans l'idée d'une tentation du lyrisme et d'une tentation de la sublimation par la voyance qui est refusée et rejetée. En conclusion, alors, si j'essaie de résumer ce qui m'apparaît comme les principales leçons du chronotype, pardon, dans le roman de Desrochers, il y a 2 points que j'aimerais mettre en évidence. Le premier, c'est l'idée que l'analyse de ce personnage nous conduit à voir que la neutralité, la transparence, l'idée d'une sorte d'hyperréalisme un peu naïf comme accès direct au réel est un leurre dans le roman. C'est-à-dire que l'écriture des Desrochers a l'air transparente, elle a l'air même de tendre vers une forme d'immédiateté, mais en réalité elle est chargée de nombreuses représentations sociales et d'un intertexte extrêmement riche et même foisonnant. Et on a même, me semble-t-il, un point de vue critique qui se donne à lire sous les apparences d'une neutralité sur la société néolibérale contemporaine. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, donc, ce leurre du réalisme est en quelque sorte inscrit dans le texte. Alors, je m'explique. Le paratexte de L'Année Noire insiste à plusieurs reprises sur le réalisme. L'auteur déploie son univers réaliste dans un cinéma de l'indémontrable, sans pitié ni morale. C'est-à-dire, on montre les choses telles qu'elles sont, sans pitié, sans morale, sans les déformer. Bon, mais en même temps, dans les citations qui sont mises en exergue, on a quand même une insistance très forte sur la dimension poétique. Alors, j'ai extrait ici les vers de Tristan Tzara qui sont placés en exergue du premier tome. Nous ne sommes pas des penseurs, nous sommes faits de miroirs et d'air. Donc, l'idée qu'il faudrait peut-être aller lire autrement les personnages. Et alors, je finirai en ouvrant simplement une idée qui m'est venue en revenant sur l'hyperréalisme. Bon, dans un premier temps, je m'étais dit, au fond, l'hyperréalisme n'est pas une notion pertinente pour penser Desrochers, parce qu'il a l'air hyperréaliste et qu'il ne l'est pas. Mais en observant les tableaux de Goings, de Estes, etc., je me suis dit, en fait, l'hyperréalisme fonctionne de la même façon que le réalisme de Desrochers, à savoir qu'il nous donne l'impression d'une captation photographique du réel, mais par l'excès lui-même, il attire l'attention sur le processus médiatique et donc nous conduit à interroger la fabrication des images et donc la fabrication de la vision. Donc plus qu'une opposition, en fait, je crois qu'il faut maintenir le rapprochement. Voilà, je m'arrête.